Le président Faure Essozimna Gnassingbé a entamé un nouveau quinquennat le 3 mai dernier. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Alors pour ce nouveau quinquennat, quels sont les pièges à éviter par le président de la République? Eh bien, on va poser cette question à un observateur de la vie sociopolitique de notre pays, Yves-Claude Messan Missiamé. Bonsoir, monsieur Missiamé. Bonsoir, Samuel. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Ça fait longtemps. Vraiment longtemps. Vous êtes un cadre de la convergence patriotique panafricaine, mais il faut le préciser, vous êtes ici à titre personnel pour livrer vos analyses sur le sujet qui nous intéresse. Samuel, vous faites bien de préciser, et je tiens moi-même à le préciser. Je suis ici à titre intuitif personnel. Et ça fait plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, que de temps en temps, vous le savez, je suis des observateurs de la vie politique de notre pays et de notre continent. Et de temps en temps, vous me faites l'honneur de me faire venir et je réponds toujours. Exactement, et ça nous fait vous vraiment m'avez plaisir. appelé tout à l'heure, j'ai dit oui, je ne fais rien, on se donne rendez-vous et je suis venu. Donc c'est à titre personnel et non au titre de la CPP. Merci beaucoup. Au demeurant, c'est vrai, vous avez aussi raison de le préciser, je suis un cadre de la CPP. Je fais partie du bureau exécutif de la CPP, du bureau actuel. Et voilà. La CPP, puisque nous en parlons, il y a eu un changement à la tête du parti. J'allais vous demander quelques mois après ce congrès, ces nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés. Où en êtes-vous? Comment vous vous portez à la CPP? Oh, c'est un mot assez fort. La CPP se porte bien. J'ai l'habitude de vous dire ça. Oui. L'opinion ici et là pense que la CPP est dormante. Non, la CPP se porte très bien. La CPP travaille au bien, pour le bien de notre cher pays. Et elle continue de travailler. N'eût été ce fléau qui a ralenti toutes les activités dans le monde entier. Mais la CPP, bon an, mal an, de temps en temps, se réunit en respectant bien sûr les mesures barrières. Et on se réunit, je pense que tout porte à croire que nous nous réunirons aussi encore très bientôt pour parler de ce qui nous concerne ensemble, de ce qui concerne le Togo, de ce qui concerne la CPP elle-même, de ce qui concerne les Togolais, la vie commune. Et voilà. La CPP a perdu tout récemment son fondateur, il faut le dire, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Très brièvement, ça a été un moment d'émotion pour le parti. Quel souvenir vous en gardez du personnage? Samuel, ce n'est pas seulement... On ne peut pas parler d'Edem Kodjo en bref. Edem Kodjo est un homme immense. Très dense. Dense et... comment dirais-je, son immensité ne peut jamais se limiter au petit 56 000 km² du Togo. Je tiens à le dire. J'en ai gardé de très bons souvenirs. Lui et moi, on n'a pas eu à travailler intimement ensemble, mais on a eu quelques rencontres. On a partagé quelques rares moments ensemble. Et de mémoire, le tout premier contact que j'ai eu avec Edem Kodjo, il croit qu'il veut, c'était dans les années 70. J'étais tout gamin et je venais de perdre quelqu'un de très cher à moi. Un parent, un oncle par alliance, en la personne de M. Daniel Akakpo, qui était le directeur ou le chef des services d'archives de la République du Togo.
il officiait à la présidence. Et à ma grande surprise, au moment, après les cérémonies à la maison, au moment de porter le cercueil, qui vois-je? J'ai vu un groupe de 4 hommes conduits par l'immense Edem Kodjo, Foubébia Morin, Monsieur Feu Hans Refio et Jean-Lucien Savy de Tové. Ce sont les 4 qui avaient porté le cercueil de mon oncle. Et j'avais eu froid. Je me dis, mais cet homme dont on crie le nom ici et là, le voilà à mes côtés. Et la veuve était soutenue par Madame Valentine Edem Kodjo, Tanti Valentine comme on l'appelle affectueusement, et Madame Savy de Tové, épouse de Jean-Lucien Savy de Tové. Voilà le tout premier souvenir que j'ai de l'homme. Le deuxième grand souvenir que j'ai de lui, c'était à l'université. J'étais à l'université à la Sorbonne. Lui, il enseignait, il était professeur associé d'Edmond Jouve, du professeur Edmond Jouve, et il venait de quitter l'OUA. Il s'est fait que j'avais un cours d'économie internationale. Lui aussi, il venait de délivrer un cours. Et un ami a couru vers moi pour me dire, viens voir, je vais te montrer quelqu'un. C'était Edem Kodjo. Nous avons cheminé ensemble. Et nous étions 4. Il y avait Babacar Niang ou Babacar Ndiaye, qui était doctorant à l'époque. Et il nous a proposé d'aller nous asseoir au café rue Soufflot. Et nous étions tous les 4. Nous avons partagé un café ensemble. C'était le deuxième souvenir. Le troisième souvenir, c'était en novembre 2004, à Ouaga, où il était venu dans le cadre des préparatifs du sommet de la francophonie. Et le hasard a fait que nous nous étions rencontrés à son hôtel, à l'hôtel Silmandé, où il était logé. Et on a échangé. C'était le samedi soir. Il me donne un rendez-vous sur le dimanche matin de venir le voir. Je suis allé et il me demande de l'accompagner à la messe. Nous sommes allés à la messe. Au retour, j'ai voulu partir. Il me retient. Nous avions parlé de tout et de rien. On a même déjeuné, partagé le repas à midi ensemble. Et après, il me dit, mais tiens, est-ce que tu connais le domicile du doyen Joseph Kizerbo? Je lui dis oui, effectivement, que je connaissais. Il me dit, bien, à 16h, tu vas m'y amener. Et il n'a pas fait la sieste ce jour-là. Malgré son âge. Malgré son âge, comme vous dites. J'ai voulu le laisser partir et puis revenir. Il me dit non. Et nous avons bavardé, on a échangé. Et j'ai vu un homme simple, mais grand. Très grand. Et immense. D'accord. Vraiment, que de souvenirs, en tout cas pour vous qui avez connu cette icône. Son décès nous a pris comme un coup de fouet. Et je ne pense pas que, de mémoire, le Togo et plus particulièrement l'Afrique tout entière, l'Afrique se souviendra longtemps et très longtemps du personnage Edem Kodjo. Merci pour cet hommage que vous avez rendu à cet illustre personnage. Alors on va revenir maintenant à notre sujet. Nous évoquons donc ce nouveau quinquennat qu'entame Faure Gnassingbé et les pièges à éviter. Yves-Claude Missia, mais lorsqu'on gagne une présidentielle avec 70,78%, donc on a 7 Togolais sur 10 qui vous ont fait confiance. Est-ce qu'on n'est pas tenté de piquer la grosse tête et de verser dans la négligence finalement, de se croire sur un boulevard?
Grosse question. Très grosse question, Samuel. C'est vrai que l'on peut être tenté. Je vais vous citer un exemple à l'étranger. Un exemple sur la France. Oui. Vous allez vous souvenir qu'après avoir passé près de 50 ans, sinon plus de 50 ans, de sa vie politique dans l'opposition, un certain monsieur François Mitterrand gagna les élections en 1981. Il dissout l'Assemblée, réorganise les législatives, que le Parti socialiste et la gauche gagnent d'une grandeur incommensurable. Ça a donné des ailes, ça a poussé des ailes, comme vous le dites si bien. Et on a commencé à rentrer dans les grands projets gauchisants ici et là. Mais très vite, les réalités politiques et économiques ont rattrapé la gauche et le Parti socialiste. François Mitterrand a fait bas la terre, il est revenu à lui. Au passage, je vous dirais que son tout premier ministre de la coopération fut mon professeur, M. Jean-Pierre Cotte, mon professeur en sociologie politique. Et il ramena contre l'avis de ses partisans, de bon nombre de ses partisans, il ramena la gestion de la France à la réalité. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai, le président peut être tenté de prendre des ailes, de pousser des ailes. Il peut être tenté de se passer ici et là de certaines mouvances, de certaines tendances de l'opposition, qui de sa majorité propre, parce que abusivement croyant qu'il a été porté par une très grande majorité des Togolais. Et le tout premier écueil à éviter, c'est bien cela. Parce que c'est feu Gnassingbé Eyadema, de mémoire, qui a appris une leçon qu'il aimait répéter, c'est que c'est le même peuple qui vous a porté et applaudi, c'est ce même peuple qui vous crachera dessus, qui vous criera le moment qu'il aura estimé quand le moment sera venu. Il faut l'avoir à l'esprit. Il faut éviter de décevoir un peuple. Et surtout, un peuple qui, bon an, mal an, de gré ou de force, accepte de subir en silence. Je crois avoir dit cela sur ce plateau à plusieurs reprises. Méfions-nous de ce même peuple qu'on croit à la majorité des 2/3, plus, avoir voté pour nous. Mais ayons à l'esprit une seule chose, la grandeur du Togo, le grand intérêt national du Togo et la grandeur de l'Afrique tout entière. N'eût été cela, toute politique menée se vouera à un échec cuisant. Et je ne souhaite pas cela pour mon pays. Alors, vous pensez quand même que le président Faure Gnassingbé, au regard de la campagne qu'il a menée, il est carrément descendu vers le peuple, malgré qu'il il était le seul en liste finalement à avoir un bilan. Chacun jugera s'il est bon ou mauvais, en tout cas, à être descendu vers le peuple, à solliciter en toute humilité les suffrages, peut, j'allais dire, tomber dans ce piège-là qu'on vient de décrire.
Non, n'oubliez pas, Samuel, que le président Faure Gnassingbé est un homme. Et tout homme qu'il est, que vous et moi nous sommes, nous sommes sujets de fautes, d'erreurs et de bienfaits, de choses bien faites. Je dis simplement que je ne souhaite pas qu'il tombe dans les travers. Moi, observateur politique que je suis, admirateur de la chose politique nationale que je suis, je constate simplement qu'il a été fait président de la République. Quand j'entends dire président de la République, je pense à la nation tout entière. Je pense au dernier des humains, entre guillemets, que je sois pardonné, vivant sur la terre de nos aïeux, tout comme au tout premier. C'est cela qui doit avoir à l'esprit. C'est cela. Et je dirais même la majorité des gens enclins à la pauvreté, enclins de verser dans les travers de la vie, les malheurs de la vie, ce sont ceux-là qui doivent avoir à l'esprit. Comment faire pour les rehausser, pour les élever? En le faisant, lui-même se relève et se rehausse. Mais ne le faisant pas, le peuple ne l'oubliera pas non plus. Donc, dire si je pense qu'il peut tomber dans ces travers-là, je dis simplement, tout comme moi, il est sujet à commettre des fautes, il est sujet de bien faire et il est sujet de mal faire aussi parfois. Je préfère qu'il fasse bien dans l'intérêt de la nation qu'autre chose. Alors finalement, si, comme on le décrit, son premier piège à éviter, c'est le piège de la suffisance, de penser que j'ai le contrôle de la situation. Ensuite, c'est quand même quelqu'un qui a aujourd'hui, disons-le, une opposition quasi inexistante, qui est réduite à sa plus simple expression. Ça aussi, il ne doit pas se croire sur un boulevard sur ce point-là, se dire je contrôle la situation. Devant moi, comme disait Gbagbo, il n'y a rien, c'est maïs. Samuel, je dis bien que ce serait la première erreur, peut-être la première de sa vie, s'il n'en a jamais connu. Mais c'est quand même une réalité que devant lui... non, c'est une réalité. Oui. Quand vous avez une élection où vous sortez de cette élection-là, bonne ou mauvaise, chacun a son appréciation de la chose. Toujours est-il que les institutions qui sont chargées de contrôler, d'organiser et d'exécuter la compilation de ces élections l'ont déclaré élu à plus de 71%. Je constate, je n'ai rien d'autre à faire que de constater. Même si j'ai mon opinion, même si d'aventure j'ai des opinions contre, où j'ai constaté de vilaines choses qui entachent cela, le républicain que je suis gouverne et qui me gouverne dit qu'il est élu président de la République. Point barre. À bas les querelles, à bas les querelles. Les Togolais doivent savoir qu'il y a un temps pour les consultations, il y a un temps pour les résultats, il y a un temps pour les contestations, mais il y a un temps aussi pour travailler dans l'intérêt du pays. Vous savez, je vous parlerai encore une fois de la France. Peut-être que ce ne serait pas la dernière fois. De Gaulle
était originaire du nord de la France, de Lille, de la région de Lille. Le grand général de Gaulle. Giscard d'Estaing, pour ne citer que les 3 ou les 4, Giscard d'Estaing est originaire du Puy-de-Dôme, aux environs de Clermont-Ferrand. Jacques Chaban-Delmas, de Bordeaux, donc au sud. François Mitterrand, pas très loin, aussi quelque part en France. Mais tous ces hommes-là ont été importants pour la France et ont eu, à leur temps, une seule préoccupation et une seule et unique image qu'ils ont partagée. Quiconque penserait le contraire, qui vienne me le démontrer. C'est-à-dire la France. La France, la nation française, même si on leur reproche tel ou tel comportement, la France. Donc ce que je souhaite pour mes gouvernants, bien élus, mal élus, peu importe, ce que je souhaite pour eux, c'est d'avoir à l'esprit le Togo, et je ne le dirai jamais assez, la grandeur du Togo, et ensuite l'Afrique. Parce qu'en fait, à l'origine, l'Afrique n'était qu'un et un seul. Il faut qu'on cherche à aller vers cette unité-là. Donc, dire « je suis suffisant, je suis bien élu, je suis ceci », basta, balater. Je dis bien que le même peuple qui vous a élu, même à 99%, 99,99%, le moment venu, il crachera sur vous. Il faut qu'on l'ait à l'esprit. Et seul cela devrait nous permettre de laisser de côté les résultats des élections, de prendre le programme qu'on a présenté aux Togolais, de le toiletter s'il y a lieu de le toiletter, mais d'aller très vite à l'essentiel. Parce que le Togo en a besoin. Le Togo a besoin de grandir, d'aller loin. N'oubliez pas, Samuel, n'oubliez pas, il est vrai que le Togo a eu son indépendance le 27 avril 1960. Mais le Togo a été le tout premier pays africain à avoir porté la question de l'indépendance à la Société des Nations. Oui. Ayez-le à l'esprit. Dans sa petitesse, il y a eu des hommes qui ont franchi ce pas-là. Et des hommes qui ont été suivis. Regardez tous les pays d'Afrique qui ont eu par la suite, avant ou après, l'indépendance. Même le Ghana à côté. Le Togo a déposé sa demande d'indépendance avant le Ghana, auprès de la Société des Nations. Sachez-le, cela doit nous donner des exemples. Cela doit nous faire réfléchir à tout acte que nous posons. Que nous avons un temps pour faire et un temps pour jubiler. Mais aussi, ne l'oublions pas, si nous faisons mal, nous avons aussi un temps pour nous faire juger. Pour vous, quelles doivent, et ça vous allez répondre à cette question de façon très brève, quelles doivent être les priorités pour le chef de l'État, pour ce nouveau quinquennat? Samuel, les priorités, je ne sais pas lesquelles qu'il faut prendre, parce qu'elles sont immenses. Ouais. Mais celle qui me vient à l'esprit, et que je me démentirai en l'occultant, c'est le social. Nous n'avons pas encore de politique, de vraie politique sociale, quel que soit ce qu'on ait pu faire de bien avant. La vraie politique sociale, c'est celle qui permet de mettre
toutes les composantes de la nation en mouvement, au travail. Tant que vous aurez un taux de chômage élevé, tant que vous aurez des gens, des dizaines, des milliers de gens malades qui n'ont pas les moyens de se soigner, tant que vous avez des hôpitaux qui manquent à l'appel, tant que vous avez au niveau de l'agriculture des récoltes qui ne satisfont pas aux besoins de la nation, tant que vous n'avez pas d'industrie créatrice de valeur et de richesse, vous avez du travail à faire. Vous avez du travail à faire, vous n'avez pas le droit de dormir. Et je pense, et je souhaite pour le gouvernement qui va être désigné demain, que avoir cela à l'esprit et surtout quotidiennement, instantanément à l'esprit, nous permettra et permettra au Togo d'aller loin. On l'espère bien. Yves-Claude Messan-Missia, mais merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup, Samuel, et j'espère que très bientôt on se retrouvera et on fera les analyses, on continuera à faire nos analyses ensemble et voilà. Bien évidemment, merci. On est très heureux de votre disponibilité. On marque maintenant une courte pause. Juste après, il y a le journal et on revient avec Regard Croisé.